Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Nous voici de retour cette semaine encore pour vous parler de l'actualité des films. Alors nous en aurons deux à notre programme. Le Caire confidentiel d'abord, un thriller de Tariq Saleh. Ensuite Les Hommes du Feu de Pierre Jolivet. Comme on aime bien vous parler DVD aussi, on a décidé depuis le début de cette deuxième saison de l'émission de vous évoquer un DVD qui vient de sortir. Ce sera Patient de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Et dans le patrimoine, on a choisi deux films de Lino Brocca, Insiang et Mani, et on va vous expliquer pourquoi. Et on finira par le film du dimanche soir que vous allez vous précipiter voir tout de suite après la fin de l'émission. C'est Samuel Douer. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Et bien voilà, nous commençons donc, si tu le veux bien, avec le Caire confidentiel. C'est ce que je disais, un vrai polar. C'est-à-dire que ça se passe en janvier 2011. Quelques jours avant la Révolution, là-bas, et une jeune chanteuse est assassinée dans un des palaces de la ville. Et par qui, comment? Et il y a un commissaire qui s'appelle Noureddine, qui est interprété par un acteur formidable qui s'appelle Fares Fares, qui va mener l'enquête. Alors, je te propose d'abord de voir un extrait de la bande-annonce. ازيك يا ولد؟ شكرا على القضية. لقيتوا حاجة؟ ده شغل محترفين. عايزك تمشي على طراطيف صوابعك في القضية دي. الأوضة دي باسم مين؟ ايوه يا فندم شفيقي. حاتم بيه شفيق عضو مجلس شورى، ده هو وابن الرئيس كده. حضرتك تعرف الست دي؟ أنا كنت فاكر إن البوليس بيحمي الناس كويسة مش بيزعجهم. أنت قلت لي اسمك إيه؟ نمرة جناك الوايد من جناك جديد من كان جديد كان معها صور مش تمام. ما عندناش صور يا فندم. عايز كام؟ Alors, ce film, qu'est-ce que t'en penses? C'est un excellent film noir. C'est un film noir hollywoodien, mais en Égypte, en fait. Voilà, avec un héros un peu comme Philippe Marlowe, c'est-à-dire alors en plus corrompu quand même à la base, mais qui est moins corrompu que les autres. Moins corrompu que les autres, et qui va finir par, voilà, il a une certaine intégrité morale malgré tout, et les circonstances vont faire que, il va passer de l'autre côté du manche et enquêter contre les puissants et s'en prendre aux puissants pour essayer de mener à bien son enquête sur l'assassinat de cette chanteuse. Alors, il faut savoir que le film est inspiré d'une histoire authentique qui avait fait grand bruit en Égypte, où une chanteuse avait été assassinée. Alors, c'était pas en Égypte, c'était à Dubaï, mais le coupable était un riche homme d'affaires et sénateur égyptien qui a été condamné, en fait, qui avait commandité le meurtre et qui avait demandé à un ancien retraité de la police de tuer cette chanteuse. Alors, qui était son ancienne maîtresse. On ne dira pas le coupable ici, mais on s'en doute assez vite. Assez vite, mais c'est pas ça qui est intéressant, puisque, en effet, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir un Raymond Chandler, enfin, une adaptation de Chandler. Et ce qui est toujours génial dans les thrillers ou dans les films noirs, c'est même à Hollywood, d'ailleurs c'était le cas, c'est que la censure régnait à Hollywood aussi, et le film noir permettait absolument toutes les audaces. Dans Scarface, on pouvait parler d'inceste, de corruption, dans les romans de Dachiel Hamet, La Moisson Rouge, tous les corrompus des grandes villes étaient là. Et on a vraiment l'impression que le réalisateur, qui s'appelle Tariq Saleh, a pris aussi ce moyen pour dénoncer la corruption. D'autant plus qu'il voulait tourner alors c'est un réalisateur suédois, mais d'origine égyptienne, et qui voulait tourner au Caire, et en fait, il n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il a commencé le tournage et tout très vite, on lui a fait comprendre que sa sécurité n'était pas vraiment assurée. Donc il a eu raison, donc il a dit j'arrête là. Donc il a laissé une petite équipe pour tourner des plans de la ville de manière un peu clandestine, et tous les plans avec acteurs, il a tourné ça, je crois que c'était au Maroc. Mais on retrouve vraiment l'ambiance qu'il y a dans cette ville, le côté un peu grouillant de la ville. C'est aussi vraiment un beau portrait de cette ville.
dans des circonstances très particulières, puisque c'est au moment où il y a la révolution qui va mettre à bas le pouvoir d'Hosni Moubarak. Mais vraiment, comme quoi vraiment le thriller a toujours fait ça, c'est-à-dire de dépister toutes les corruptions possibles et imaginables, et ça sert à ça, quoi. Et ça sert à ça, tout ça à sert fait, à ça, mais c'est vraiment, on suit ça avec passion. Oui, puis vraiment pour les amateurs de polar, c'est une vraie enquête policière avec des rebondissements et un vrai suspense, quand même, jusqu'au bout. Donc non, c'est vraiment un très grand film. Un acteur qui a une tête incroyable. Alors il a joué on le voit dans les nouveaux Star Wars, il a fait 2-3 films américains aussi. Une tête incroyable, un grand type avec une tête un visage taillé à la serpe. Vraiment, il a un charisme très impressionnant. Vraiment. Et les seconds rôles, comme toujours dans tout bon thriller qui se respecte, sont. Il y a le supérieur faussement bonhomme, mais qui en fait est aussi pourri que les autres. Bon, le coupable, il est bien pourri, mais enfin une vraie gueule de truand, mais élégant avec ça. C'est une très très bonne surprise et qui prouve que le polar a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et il y aura dans un mois, on verra un film espagnol qui est un petit peu dans la même veine, qui mêle à la fois une enquête policière et le contexte social et politique, qui s'appelle Que Dios nos perdone, et qui a vraiment la même qualité de réalisation, de rythme. Tous ces films étaient présentés au festival du film policier à Beaune, et qui prouvent qu'il y a encore vraiment de très très bons polars qui se font dans le monde entier. Parfait. Alors on va passer, si tu le veux bien, au deuxième film. Alors, le deuxième film, je ne l'ai pas vu, donc je vais te laisser parler, mais c'est un réalisateur dont vraiment je voudrais rappeler, donc c'est Pierre Jolivet, le film s'appelle Les Hommes du Feu, et moi j'ai de très bons souvenirs de Pierre Jolivet avec des films comme Fred, par exemple, en 1997, qui était aussi une sorte de polar. De polar aussi. Ma petite entreprise, 2 ans plus tard, qui était plus comédie, et puis encore un polar, parce qu'il aime bien ça, qui s'appelait Mains armées avec Roche Dizem déjà. Donc tu résumes l'action de ces hommes du feu? C'est très simple, c'est la vie quotidienne d'une caserne de pompiers dans l'Aude pendant l'été, au moment où il y a des incendies de forêt. Alors je crois qu'on a eu la chance de rencontrer Roche Dizem. Oui, Guillemette Odissino a pu rencontrer Roche Dizem, donc vous pouvez voir l'intégralité de cette rencontre sur telerama.fr, mais là on va en voir un extrait. Philippe, c'est un cadre d'une caserne de pompiers qui supervise une armée de volontaires. On est dans une caserne qui n'est pas un corps d'élite, on est dans une caserne de province, fait essentiellement, comme je vous dis, de volontaires, et donc qui sont des hommes ordinaires, finalement. Des hommes ordinaires qui ont décidé d'avoir une mission dans leur vie, c'est de porter secours. Et c'est d'autant plus attachant que c'est fait de façon bénévole, et on sent que quand même c'est aussi une façon de donner un sens à sa vie. Venez, l'arcade! Quoi? J'entends pas! Il y a l'arcade, dépêche-toi! Oh putain! Vite! Dépêche-toi! Alors, ce film, que je n'ai pas vu, mais je vais me précipiter. Et il est très bien, Alors Pierre Jolivet le présente comme L627 dans une caserne de pompiers, c'est très bien résumé. Donc L627, c'était un peu le film qui a révolutionné la vision de la police à l'écran dans le cinéma français, où Bertrand Tavernier allait dans une unité de police judiciaire à Paris et montrait le quotidien, pas forcément très glamour des policiers français. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, on a vraiment la vie d'une caserne de pompiers avec ses pompiers professionnels, ses pompiers amateurs, dans tout ce qu'ils font. Alors, la partie noble, c'est les incendies de forêt. Et puis, il y a aussi la gestion de la misère au quotidien. On va dépendre une suicidée. On va empêcher un mari de cogner sur sa femme. On va relever les morts dans un accident de la route. Enfin, voilà. Et le film montre ça d'une manière quasi documentaire. Ah oui, parce que j'allais dire, est-ce que c'est documentaire? Mais je fais confiance à Pierre Jolivet pour mettre de la fiction. Il y a une base documentaire et il met de la fiction dedans, mais assez, je veux dire, très réaliste. C'est-à-dire, ça ne fait pas plaquer sur la réalité. Voilà, c'est à partir de cette réalité du quotidien, il arrive à mettre un petit bout de fiction. Voilà, on voit aussi, ce qui était un peu le cas dans le film de Tavernier aussi, la vie privée de ces pompiers. Et donc, c'est un métier très prenant, donc ça fait des vies privées très compliquées.
Et ce qui est intéressant, c'est que le film s'appelle Les Hommes du Feu, et au milieu, comme dans beaucoup de professions qui étaient avant réservées aux hommes, il commence à y avoir des femmes. Et donc là, il y en a une qui en plus devient la vice-capitaine de la caserne, qui est jouée par Émilie Dequesne. Et on voit effectivement ce que peut amener un élément perturbateur dans ce milieu-là qui n'est pas trop habitué à avoir des femmes, quoi. Mais c'est fait de la même manière, de manière assez naturelle, sans que ça fasse trop didactique. C'est très bien expliqué par les actions, par la vie, juste la vie dans cette caserne. Voilà. Alors, il y a le cinéma en salle. Vous avez vu 2 films, là, donc on vous recommande chaudement. Puis, il y a les DVD. Donc, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, on va essayer chaque semaine de vous signaler un film qu'on a bien aimé, qui est sorti dans les mois précédents, et puis de piocher aussi dans le patrimoine et de vous rappeler certains films que vous aurez peut-être oubliés. Alors on a choisi, dans le premier cas pour l'actualité, le film donc, qui s'appelle Patient, de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, qui est une vraie surprise. Ah, c'est une très bonne surprise. Très bonne surprise, c'était l'adaptation par Grand Corps Malade de son propre livre, donc il raconte... C'est sa vie en fait, voilà, à la suite d'un stupide accident, il se retrouve tétraplégique mais pas désespéré, c'est-à-dire que... Et donc on va suivre le processus de rééducation de ce jeune homme devenu tétraplégique et qui lui s'en sort à peu près, il est entouré de d'autres où c'est beaucoup plus grave, quoi. Et moi j'avais eu, c'est vrai, je veux dire, j'y allais un peu à reculons. Ça faisait peur, hein, sur le papier. Ça faisait peur un petit peu, parce qu'en effet, un tétraplégique, et puis les bons sentiments qui vont toujours avec. Et ce qui est formidable, c'est ils ont tous les deux évité ça. C'est-à-dire on suit ce personnage, qui est très bien interprété par un acteur qui s'appelle Pablo Poli, et qui est... mais il y a à la fois, c'est dérisoire, c'est drôle, c'est tragique, c'est comique. Il y a des personnages qui sont là, mais qui sont maladroits même dans leur façon d'appréhender. Et on découvre la misère la plus forte par ce mec-là, le héros, qui n'est pas le plus, comme tu as dit, le plus à plaindre. Mais en même temps, c'est vraiment très, très touchant et très émouvant. Oui, et comme tu disais, il y a un peu d'humour, parce que les handicapés aussi souvent arrivent à rire de leur propre malheur. Alors c'est un humour qui peut paraître un peu noir, mais qui en gros permet au film, donne aussi au film son charme. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, comme tu disais, dans l'apitoiement, dans le pathos. Voilà, c'est un peu comme Les Hommes du Feu, je dirais, on est dans la vie, quoi. Et avec tout ce que ça peut avoir de tragique, de pénible et parfois de drôle aussi. Alors, question patrimoine, donc 2 films de Lino Brocca. Il est un peu... Alors, le problème avec Lino Brocca, c'est que ça a été une idole cinéphile. Des années 70-80, c'est-à-dire qu'on guettait ces films, vraiment en disant il était sélectionné partout, et puis il est tombé au purgatoire, on n'a plus entendu parler du tout. Il est mort jeune malheureusement, donc il n'a pas pu continuer à... Oui, mais il était très prolifique, il faisait un film par an à l'époque, et donc il y avait In-Siang et Mani qui viennent donc de ressortir chez Carlotta, je crois. Voilà, ils étaient sortis en salle, et Carlotta a la très bonne idée de les mettre désormais en DVD et Blu-ray. Alors lequel des deux? Les deux, il faut voir les deux. Les deux sont très beaux. S'il fallait en choisir qu'un, je dirais peut-être In-Siang, qui est plus fort parce qu'il est tourné. C'est quasiment un décor unique dans un bidonville, et c'est incroyable ce qu'il arrive à faire sur ce décor. C'est un mélo. C'est un mélo, mais noir, hein, quand même. Un mélo très 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 noir, avec un personnage féminin qui est un visage de Madone, et qui est un personnage très pur, et qui en fait est tellement humilié qu'il va se venger d'une manière assez machiavélique. Mais vraiment, comme il arrive à faire vivre ce décor, c'est tourné en décor réel, avec des gens qui habitaient dans ce bidonville, et c'est vraiment très fort ce qu'il arrive à faire dans ce décor ultra contraint, ultra serré, une gestion du son, vraiment c'est un travail de mise en scène visuel et sonore époustouflant. Et Mani, c'est bien aussi. Mani aussi, c'est un autre mélo. C'est un autre mélo. C'est Orphée et Eurydice, en fait. C'est Orphée qui va essayer de retrouver son Eurydice, pareil, la même actrice. Aussi dans les même actrice très belle, qui s'appelle Hilda Coronel, qui tous les deux venaient d'un petit village de pêcheurs, qui est un petit peu le paradis, même s'ils étaient très pauvres. Elle va à la ville pour essayer de faire fortune, et évidemment elle tombe sous la coupe d'une mère maquerelle, et lui, qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, va à Mani pour la retrouver, et lui-même s'enfonce
dans la misère, dans la prostitution, et voilà, et ça raconte tout ça. Et c'est tout à fait bouleversant parce que ça illustre absolument le mélo, mais en le dépassant un peu comme savait faire Douglas Sirk. Voilà. C'est pas tout à fait le style de Douglas Sirk. On serait plus vers Fassbinder, en fait, voilà, dans le style, effectivement, parce que c'est très réaliste. On est vraiment sur l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme, qui passe soit par le prolétariat vraiment abusé d'une manière ultra violente, et par la prostitution masculine comme féminine. Et c'est donc on rappelle les titres, Insiang et Mani, et ça va vous faire vraiment 2 bons spectacles en DVD. Et puis alors, tout de suite après l'émission, ou presque, il vous reste à peu près 2 heures, puisqu'à 20h50, sur Arte, vous allez voir un western absolument sublime qu'on a choisi cette semaine, qui s'appelle « Je suis un aventurier ». De qui? De Anthony Mann, avec James Stewart. C'est un des... Je crois qu'ils en ont fait 6, je crois. 6 westerns que ce grand réalisateur et ce grand acteur ont fait ensemble. Comment peut-on conseiller à ceux qui ont la gentillesse de nous regarder de ne pas rater ce film? Alors déjà, il y a James Stewart, qui est quand même vraiment un très grand acteur, et un très grand acteur de western, malgré ses airs un peu gauches, de grand dadais. Après, il y a le décor assez original pour un western, parce qu'on n'est pas dans les grands espaces, dans les grandes plaines et tout, on est dans le Grand Nord, en fait. On est dans le Yukon, je crois, dans le Canada, où se retrouve James Stewart et son acolyte, qui voulaient convoyer un bétail. Ils se font voler leur bétail par un type corrompu, et ils vont aider une communauté à passer de l'état de sauvage à l'état de civilisation, on va dire, pour résumer assez vite le propos du film. Et en plus, ce qui est très très bien, c'est que le héros n'est pas simpliste comme quelquefois dans les mauvais westerns. C'est-à-dire que James Stewart n'est pas idéalisé. C'est pas un type très très bien au départ. Il est ultra individualiste, en fait. Ultra individuel. Les autres, il s'en fout. Et c'est par petites touches que le réalisateur arrive à nous montrer son humanité. Moi, je me souviens d'une séquence, par exemple, où le meilleur pote que tu as évoqué déjà, il fume la pipe. Eh ben, il lui allume sa pipe. Rien que... Et il a lui tant allumé. Et c'est par petites touches que Mann nous fait comprendre que le personnage de James Stewart n'est pas aussi individualiste, n'est pas aussi égoïste, n'est pas aussi cynique, et qu'il se méfie juste des gens, et il y a de quoi, mais que l'humanisme est prêt à l'embraser. Et ça, je trouve ça très 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 beau. Oui, et donc il faut signaler dans le partenaire de James Stewart, c'est Walter Brennan, un grand acteur de western, et qui a encore une très très belle composition dans ce film. Donc vraiment un western classique. Classique et assez rare, et on passe souvent dans Anthony Mann plutôt l'homme de la plaine ou Winchester 73. Celui-là, il est quand même plus rare, donc raison de plus pour ne pas le louper ce soir. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Samuel. Merci, et vous savez ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire voir d'abord les films en salle, les DVD qu'on vous a conseillés, et puis le western d'Anthony Mann. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.